Bonjour, bienvenue sur Infocrime, la chaîne de faits divers. Aujourd'hui, je vais vous présenter une affaire de disparition qui a été très peu médiatisée, qui est complètement tombée dans l'oubli pendant des années. Elle est revenue sur le devant de la scène récemment, mais il y a très peu d'informations. Et pourtant, cette affaire de disparition elle pourrait être liée à deux criminels qui sont bien connus en France. On va voir ça, allez, on y va. 2 mai 1996, à Laval en Mayenne, vous êtes entre Rennes et Le Mans. Sophie Chéenne, une jeune femme de 20 ans, va se disputer avec son petit copain. Elle va décider de quitter l'appartement, sûrement pour prendre l'air et se détendre. Et c'est la dernière fois qu'elle va être vue vivante. Alors, comme souvent, il y a des informations contradictoires. Certaines personnes disent que c'est là qu'elle va être vue pour la dernière fois, d'autres disent qu'elle aurait été aperçue près d'une boulangerie, mais c'est vraiment pas une source sûre. Quoi qu'il en soit, le petit copain il va déclarer la disparition seulement 4 jours après, le 6 mai. Alors est-ce que c'est parce que il a attendu, croyant que Sophie était un peu fâchée et qu'elle allait revenir, ou est-ce qu'il y a autre chose? Bien sûr, ça fait partie du mystère. En tout cas, l'appartement, il appartenait à Sophie. C'est elle qui le louait. Elle serait sûrement pas partie en laissant quelqu'un avec qui elle venait de se disputer dedans. Donc c'est forcément une disparition à caractère inquiétant. Après, est-ce qu'elle est partie dans l'énervement, elle s'est suicidée dans un endroit reculé et son corps n'a pas été retrouvé? Ou est-ce qu'elle est tombée sur un prédateur? C'est toujours pareil, ça fait partie du mystère. Quoi qu'il en soit, elle est partie avec son sac à main, sa carte d'identité, ses clés d'appartement. Donc ça ressemble pas à quelqu'un qui part d'un coup comme ça pour aller se suicider dans un coin. Alors le petit ami, bien sûr, je l'accuse pas. Mais évidemment, ça aurait pu être le petit ami dans la dispute, ils se disputent. Quelque chose de grave se passe, un accident, ou un meurtre, ou n'importe quoi. Après, il décide de faire croire à une fuite. Il se débarrasse du sac avec la carte d'identité, les clés de l'appartement, tout ça aussi, bon. En tout cas, Sophie, elle part à pied, elle est pas titulaire du permis de conduire. Et on ne sait pas vraiment où elle se dirige, on ne sait rien de tout ça. En tout cas, l'entourage ne croit pas du tout à la piste du suicide ou de la disparition volontaire. Alors vous allez me dire, dans ces cas-là, l'entourage ne croit jamais à la disparition volontaire ou au suicide, mais bon, des fois c'est bien ce qui s'est passé. En tout cas, Sophie, elle est décrite par au moins une de ses amies comme étant une fille géniale, souriante. Elle a disparu quelques jours avant son anniversaire. Apparemment, elle attendait cette fête avec impatience parce qu'elle savait que son frère il avait fait un cadeau et tout. Voilà, alors s'il n'y a pas la disparition volontaire ou le suicide, qu'est-ce qui reste comme hypothèse? L'accident, on peut déjà l'éliminer parce que si elle était sortie, admettons, elle aurait eu un accident sur la chaussée ou quoi, le corps il aurait bien sûr été retrouvé. Reste la piste du petit ami qui la tue lors de la dispute et qui après fait disparaître le corps. Il met 4 jours avant de signaler la disparition, donc il a le temps de faire le boulot. Il faut savoir que l'appartement était sans dessus-dessous. C'était pas une simple dispute apparemment. Il y a eu du grabuge. Alors est-ce que c'était un couple que quand ils s'engueulaient, ils faisaient voler un peu des objets, ils s'envoyaient des trucs ou quoi? Ou est-ce qu'il y a eu lutte? Pareil, pas d'informations à ce niveau. Il y a tellement peu d'informations dans les médias qu'on ne sait pas ce qui a été fait au niveau de l'enquête. Des fois, dans les médias, on entend un peu parler de ce qu'il y a eu dans l'enquête. Là, comme il n'y a rien, évidemment, on ne peut pas savoir. Ensuite, reste la piste du prédateur. Alors, est-ce que le prédateur, c'était un local qui est inconnu des services de police
ou est-ce que c'est quelqu'un de peut-être pas local mais de beaucoup plus connu, c'est à voir. Parce que pourquoi l'affaire de Sophie elle est revenue sur le devant de la scène? C'est par rapport à l'affaire Fourniret. Bon, je pense que tous ceux qui s'intéressent aux affaires criminelles le savent. Michel Fourniret, c'est un tueur en série, un des plus grands tueurs en série français d'Europe. Et lorsqu'il a été arrêté, il y a un matelas, des coussins et sa camionnette qui ont été examinés. Ils ont trouvé plein d'ADN ou d'éléments pileux et ils ne savent pas à qui ça appartient. Donc là, ils vont faire un peu des comparaisons avec toutes les affaires non élucidées de France et sûrement de Belgique aussi, pour voir s'il n'y a pas une disparue ou une affaire de meurtre qui pourrait matcher avec ce qu'ils ont trouvé. Il y a 21 cold cases qui vont être explorés en priorité. Et parmi ces cold cases, il y a donc la disparition de Sophie Chen. Voilà, donc quand les médias ils ont appris cette histoire de 21 cold cases qui vont être examinés, ils ont fait des articles et le nom de Sophie Chen est apparu dedans. Malheureusement, comme il y avait 21 affaires, ils n'ont pas creusé en profondeur, ils n'ont pas bien expliqué toutes les affaires, ils ont fait une ligne pour chaque affaire dans leurs articles. Et on n'en sait pas plus sur la disparition de Sophie. Tout ce qu'on sait, c'est que la piste Fourniret va être explorée dans l'affaire. Alors, ceux qui connaissent ma chaîne, ils le savent, j'ai creusé pas mal l'affaire Fourniret. Dedans, j'ai donné des informations que vous trouvez pas partout. Si vous voulez aller, vous pouvez voir sur ma playlist. Il y a même des affaires parmi ces 21 cold cases dont je parle. Si ça vous intéresse, vous allez jeter un coup d'œil après cette vidéo. En tout cas, qu'est-ce qu'aurait pu amener Michel Fourniret à se trouver à Laval alors que lui en 96 il habite à Sarre-Custine en Belgique? Qui aurait pu lui faire connaître un peu la région, prendre des itinéraires qui aurait pu le faire passer pas très très loin de Laval. Il y avait son fils qui habitait pas très très loin non plus, mais à cette époque-là il était déjà décédé son fils, donc il n'y avait pas lieu qu'il passe par là. Sinon il a pu se retrouver à aller là-bas en se rendant dans la famille de Monique Olivier dans la région de Nantes. Fourniret, entre son trajet entre Sarre-Custine et la région de Nantes, s'il avait voulu aller à Laval, ça lui aurait fait faire un détour de 85 km pour partir vers Laval et encore 85 après pour rejoindre son itinéraire. Bon, ça fait un peu gros, on se demande pourquoi il aurait voulu aller spécialement là-bas pour enlever une victime. Il aurait pu en enlever une sur le trajet. Mais bon, avec Fourniret, on ne sait jamais. Et de toute façon, on ne sait pas ce qui aurait pu le faire dévier à l'époque. Des petits travaux, n'importe quoi. Quelque chose à faire, à voir dans la région, quoi. Quoi qu'il en soit, il y a une source proche de l'enquête qui dit que les chances que ce soit Fourniret qui ait fait le coup sont très infimes. Donc, à part la piste Fourniret, ça peut être tout simplement un local. Alors, bien sûr, si c'est un local qui est inconnu des services de police et qui n'a jamais fait l'objet d'articles dans les médias, etc., nous, on va pas pouvoir faire les devins. Mais dans la région, pas très proche, mais quand même dans la région, à Rennes, à 1 heure de Laval, il y a un gars qui a l'air intéressant. Il a été condamné pour meurtre, un meurtre à caractère sexuel, pour avoir tué Lucie Bédon en 2004. Il a été arrêté grâce à l'ADN 10 ans après en 2014. C'est Nicolas Lebouche. Nicolas Lebouche,
À l'époque de la disparition de Sophie Cheyenne, il avait 19 ans. C'est un gars qui a un profil très inquiétant. Bon, déjà, il a commis un meurtre à caractère sexuel, mais avant ça, il était déjà très défavorablement connu de la police. Pour plus d'une trentaine d'exhibitions et d'agressions sexuelles, pour des cambriolages, c'est un drogué, un alcoolique, tout ce que vous voulez. Alors quand vous voyez le modus operandi qu'il avait, c'est un fada. Il tapait à des portes au hasard, et quand c'est une femme qui ouvrait, lui il s'exhibait, il se masturbait devant elle. Là, il a fait pareil avec sa victime, Lucie Bédon, et elle a ouvert la porte, lui il est rentré avec un couteau, et après ça a mal tourné, il l'a tué. Alors j'ai fait des recherches bien sûr, mais rien dans les médias n'indiquait qu'il avait des attaches à proximité de Laval. Mais bon, 1 heure c'est pas loin. Il a pu aller tourner là-bas, tomber sur Sophie, l'enlever. Mais sinon il y a une autre personne. Et là c'est... Quand j'ai vu ça, j'ai failli tomber de ma chaise. Il est très très connu dans plusieurs pays européens. C'est pas Michel Fourniret. Et là, je peux le mettre à proximité de Laval. Sûr. À une quarantaine de kilomètres. Et c'est un routard qui se déplace beaucoup. C'est Francisco Arce Montes. Alors, pour ceux qui ne savent pas qui c'est Francisco Arce Montes, Francisco Arce Montes, c'est un Espagnol, un routard, qui à l'époque de la disparition de Sophie avait 46 ans. Il est connu du grand public pour être l'assassin de Caroline Dickinson, une jeune Anglaise de 13 ans qu'il a tuée justement dans la région. Pas à proximité immédiate de Laval, mais ça reste quand même la région aussi. Et cette petite, il a tué le 18 juillet 1996, c'est-à-dire 2 mois et demi après la disparition de Sophie. Voilà pourquoi il est connu par le public en France pour le meurtre de cette petite Anglaise. Mais par les autorités, il est connu par plusieurs pays en Europe, aux États-Unis et en Amérique du Sud. En fait, il est parti, il a quitté l'Espagne, sa ville de Gijón, dans les années 70. Il est parti en Allemagne, je vous fais vite fait parce que tout son trajet, il est quasiment impossible à retracer parce que c'est un routard et qu'à l'époque il n'y avait pas les téléphones et blablabla. Mais ce qu'on sait de lui, c'est que donc il quitte l'Espagne dans les années 70, il sera en Allemagne. En Allemagne, il commence à commettre des agressions et des viols. Il est condamné là-bas en Allemagne. Quand il ressort, début des années 90, il est expulsé de l'Allemagne et il est renvoyé en Espagne. Il reste un peu en Espagne, et après il va s'installer en 93 à Londres. Et ça jusqu'en 97. Et pendant ces années-là, il fait de multiples trajets entre l'Espagne et Londres. Et souvent, il prend le ferry ou à Saint-Malo, ou à Cherbourg, et sûrement à Calais aussi. Donc forcément, s'il prend le ferry à Cherbourg ou à Saint-Malo, en arrivant de l'Espagne, il est passé pas loin de Laval. Ce serait pas étonnant qu'il soit soupçonné dans d'autres affaires, parce que quand il vivait à Londres, il faisait des trajets non seulement entre Londres et l'Espagne, mais aussi il se rendait aux Pays-Bas, et il achetait des véhicules aux Pays-Bas, et après il les revendait dans les autres pays. Donc c'est très dur de dire quel véhicule il avait à quel moment, parce qu'il en a revendu plein. Mais en tout cas, ce serait pas étonnant qu'il soit sur des affaires en Hollande, en Belgique, en France, en Espagne, en Angleterre. Il a dû faire plein d'autres victimes qui sont pas encore connues. Parce que c'est pas un prédateur d'un jour qui a tué la petite Dickinson comme ça, qui a fait
une fois un écart, une folie. Non, non, on voit bien qu'il a passé sa vie à commettre des crimes. Alors vous allez me dire qu'il passe à proximité, c'est déjà assez étonnant, mais c'est pas assez pour le mettre sur la disparition de Sophie Cheyenne. Et c'est là que je vais vous donner un élément qui est encore plus troublant. En plus du fait qu'il passe souvent à proximité, je peux le mettre pas loin, à une quarantaine de kilomètres de Laval, dans la ville de Vitré, où il a un point de chute qui n'est pas des moindres. Là-bas, il y a son ex qui vit avec son fils. Alors, bien sûr, je peux pas l'accuser, je vais pas donner le nom dans les médias, etc. Mais cette femme, il faut savoir qu'il a rencontré en 81, et la façon dont il l'a rencontré, c'est de la folie. En fait, elle était dans une auberge de jeunesse à Utrecht, aux Pays-Bas. On sait que Francisco Arce Montes, il s'est vissé dans beaucoup d'auberges de jeunesse. La petite Dickinson, il l'a tué dans une auberge de jeunesse. Et là, il était rentré donc dans la chambre de cette Française qui habite à Vitré. Il a abusé d'elle. Elle a pas porté plainte et tout, et après ils se sont mis en couple. Et de cette union va naître un enfant. Et au niveau de cette femme, il y a des choses qui sont troublantes. Je l'accuse pas, bien sûr, mais il se pourrait qu'elle sache des choses. Parce que si on se fie aux premières déclarations qu'elle a faites en 2001, après que Arce Montes soit arrêté, qu'il soit extradé, parce qu'en fait il était parti en cavale en Amérique du Sud. Là-bas, il est soupçonné d'une quinzaine de meurtres et d'agressions sexuelles, etc. De l'Amérique du Sud, il est monté aux États-Unis. Aux États-Unis, à Miami, il a fait des agressions sexuelles et il est parti en prison là-bas. Il y a un inspecteur, en lisant le journal, qui a vu son nom. Il a fait des vérifications dans leur fichier là-bas aux États-Unis. Il s'est rendu compte que Arce Montes, il était recherché en Europe. Et après, ils l'ont extradé en France. Bon, là, je vous fais le résumé vite fait, sinon ça sort plus. Il y a une belle fête entrée l'accusé à propos de ça, si vous voulez le regarder. Voilà, alors au début, cette femme, elle se confie à un juge, elle dit que Arce Montes, il venait régulièrement à Vitré, mais qu'il parcourait l'Europe. Et après, dans les années suivantes, elle dit dans les médias qu'elle ne l'avait plus vu depuis le début des années 80. Il y a quelque chose de bizarre. Alors au début, moi, ça me semait le doute. Je me disais, est-ce que c'est les médias qui ont fait une erreur? Et après, j'ai eu la réponse. Je vous laisse écouter le juge qui a été en charge de l'affaire Dickinson. Écoutez maintenant. On apprend qu'il avait une compagne. Arce Montes avait une compagne à Fougères, c'est-à-dire dans la région de Fougères, c'est-à-dire à 30 km de là, où il venait régulièrement. Donc le critère local que j'avais pas, tout à coup il s'allume. Donc voilà, il dit dans la région de Fougères. À ne pas confondre avec Plaine Fougères. Exactement dans la région de Fougères où elle habitait sa femme, c'était à Vitré. Voilà. Donc c'est troublant. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à montrer signe de vie. Que souvent je fais des rapprochements dans mes vidéos. Ça n'a pas l'air de vous faire réagir plus que ça. N'hésitez pas à me contredire. Si vous pensez que je dis n'importe quoi, c'est pas grave, on peut en discuter. Voilà, moi je vous ai montré pourquoi je pensais qu'il pouvait être dans le coup. Alors il faut savoir que, en plus, Arce Montes, il n'a pas sévi que dans des auberges de jeunesse et des hôtels. En Allemagne, il avait essayé d'enlever 2 autostoppeuses. Avant le meurtre de Caroline Dickinson, il était déjà connu en France. Dans une auberge de jeunesse du centre de la France, il avait essayé d'enlever une fillette. Alors pas par la force. Il avait essayé de la convaincre.
Mais on voit qu'il n'a pas agressé sur place, il a essayé de l'embarquer. Donc il fait aussi des enlèvements. Sophie Cheyenne, vous allez me dire, c'est pas une adolescente ou une préadolescente. Elle avait 20 ans. Mais elle faisait 1m55, elle avait pas l'air bien épaisse. Elle aurait très bien pu être confondue par une ado. Ou du moins rentrer dans les critères de Arcemontes. Alors, si c'est lui qui a fait le coup, qu'est-ce que ça aurait pu être le scénario de l'enlèvement? Facile. Sophie Cheyenne, elle se dispute avec son copain. Elle quitte le domicile. Elle sort, elle est énervée, peut-être un peu triste. Elle est en position de vulnérabilité. Arcemontes y passe à ce moment-là. Ou il lui parle, il la convainc de monter dans la voiture. Ou peut-être que Sophie Cheyenne, elle marchait au bord d'une route, il lui a proposé de la mener. Ou elle se rendait carrément en stop dans un endroit indéterminé, peut-être une connaissance ou on ne sait pas. Il embarque, il agresse, et après il cache le corps à un endroit éloigné, et on trouve plus de traces d'elle. Alors j'ai pas connaissance qu'il y ait eu des corps qui aient été retrouvés, qui n'ont pas été identifiés, qui auraient pu correspondre à Sophie Cheyenne. Mais voilà, il a pu la tuer, s'en débarrasser dans une forêt, on ne sait pas. Au niveau des appels à témoins, alors concernant Arcemontes, ça va être difficile parce qu'on a vu qu'il achetait des véhicules aux Pays-Bas, donc il en avait souvent et qu'il les revendait. Mais j'ai pu déterminer qu'à l'époque il avait sûrement une Mazda blanche ou une Renault 5, normalement rouge mais qui aurait pu être d'une autre couleur. Et apparemment ces deux véhicules auraient été immatriculés justement aux Pays-Bas. Alors est-ce que vous avez vu quelque chose? Si oui, n'hésitez pas à contacter les autorités. Pareil, si vous savez autre chose, si c'est pas du tout Arcemontes, que c'est un autre malade de la région ou de l'entourage de Sophie Cheyenne, que vous savez quelque chose, ou que vous avez vu quelque chose de bizarre, même si ça vous a paru juste une dispute entre couples, n'hésitez pas à donner l'information. Pareil, alors toujours pareil, je l'accuse pas, mais si vous savez quelque chose à propos du petit copain qui s'est confié à vous, ou qu'il était bizarre, qu'il y avait quelque chose de pas clair, n'hésitez pas à parler aussi. Voilà. C'est tout ce que je sais à propos de la disparition de Sophie. Si vous avez quelque chose à dire, vous me le dites en commentaire. Likez la vidéo. Sur un coup de folie, vous pouvez même vous abonner si vous voulez. Et je vous dis à bientôt. Merci de votre attention. Allez, au revoir.